Roue libre, les amis. Aujourd'hui, l'émission First Team de cyclisme est presque en deuil. Et oui, parce que il s'est passé des choses très graves, des choses catastrophiques, dirons-nous, sur la 10e étape qui est arrivée hier à Albi. Et donc, vous allez découvrir sur un plan large que certains rouleurs sont dans le dur. Voilà, ils ont le bob, ils se sont affalés au soleil, ils ont pris un énorme coup de soleil qui s'appelle bordure, voilà, et mon polo notamment. Tu es bien dans le mal aujourd'hui. Alors, je suis dégoûté, Joseph. Je suis dégoûté, et pour tout vous dire, on va parler de Thibaut Pinot aujourd'hui dans un débat. Je me suis dit, je vais rien préparer et je vais faire je vais faire ce débat à l'émotion et on verra ce qu'il en ressort parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et cette question qu'on va se poser, est-ce qu'il a encore une chance de gagner le Tour de France? Il y a trop de trucs à dire, je suis beaucoup trop ému pour en parler maintenant. Bon mon Polo, je ne te demande pas si tu vas bien, du coup. Robin, est-ce que je te demande si tu vas bien? Pas mieux que Polo, hein, on est quand même très déçus. Mais bon, on est là et on va pouvoir revenir sur tout ça avec malgré tout enthousiasme. Donc dans cette 10e étape, elle a été remportée par Wout van Aert au sprint. Victoire assez improbable, ou pas improbable en tout cas, parce que Polo t'avait annoncé qu'il pouvait gagner des sprints massifs. Ouais, c'est exactement dans ce genre de truc que j'attendais Wout van Aert. Évidemment, je ne l'ai pas pronostiqué. Et évidemment, alors qu'il fait partie de ma fantaisie, je ne l'avais pas mis capitaine. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie sur ce Tour de France. Ce sera la première partie du récap. Ensuite, on va embrayer sur un débat. Voilà, on va voir, mais après, on verra tout ça après, tout ce classement et cette victoire de Wout van Aert. Après, on va embrayer sur un débat Thibaut Pinot. Est-ce qu'il peut encore légitimement viser la victoire sur le Tour de France? Il y aura, comme d'habitude, la chatroom. Vous posez vos questions, on y répond. Pas de prévu aujourd'hui parce que c'est la journée de repos. Et on terminera, évidemment, comme d'habitude, par une rétro-chronique du vélo avec un grand monsieur du Tour de France. Robin? Oui, on parlera de Jacques Anquetil, vainqueur du Tour en 1961, en portant le maillot jaune du premier au dernier jour. Et on terminera... Kind of premier au dernier jour, on en parlera tout à l'heure. Et on terminera, comme d'habitude, par le quiz. Et on va voir si Polo fait un retour fracassant. Ça fait 2 jours que tu n'es pas avec nous, Polo, donc je suis très heureux. Il y a des points qui ont été marqués quand tu n'étais pas là. Oui, je sais. Pour toi. J'ai ouï dire. J'ai bien bossé avec mes coéquipiers sur ce quiz. On a bien préparé le sujet et maintenant, à moi de finir le travail. Donc voilà, et pendant la petite coupure, Polo, tu m'enlèveras ce bob qui me gêne beaucoup. Dès qu'on va rentrer dans l'analyse et dans l'expertise, je l'enlèverai. Soyons crédibles. On peut y aller pour la première partie de l'émission et ce récap. C'est parti. Ce récap, on va découvrir pour commencer le résultat et le classement de l'étape, tout simplement. Voilà, de la 10e étape qui est arrivée à Albi. Victoire de Wout van Aert au sprint devant Elia Viviani. On verra tout à l'heure une image. Ça s'est fait d'un tout petit boyau. Caleb Ewan, mon pronostic, qui arrive 3e, mais premier des pronostics de la roue libre. Voilà, je tiens tout de même à le rappeler. Ça ne sert à rien, tu marques pas de points. Donc Oui, mais d'ailleurs, il faudrait changer le règlement parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on va tout de suite s'intéresser au classement général qui a été totalement chamboulé avec cette étape parce que Julien Alaphilippe, alors lui garde le maillot jaune avec une 12 d'avance sur Geraint Thomas, mais on voit les deux Ineos qui sont désormais 2e, 3e. Il y en a un qui a disparu de ce top 10, c'est Thibaut Pinot. Pourquoi ? On va découvrir l'image, la bordure, le mot qui a fait cauchemarder Thibaut Pinot, mais pas que lui, voilà, qui a été embrayé par qui ? Par notamment Julien Alaphilippe. Voilà, ils étaient frères unis du côté de Saint-Etienne et désormais, Julien Alaphilippe joue aussi pour son équipe, bien évidemment. Je rappelle que les alliances franco-françaises, c'est selon les circonstances. Hein. Oui. Il était gêné en plus, Julien Alaphilippe, en plateau. Il dit « Oh non, mais moi, vous savez, c'est qu'après que je savais que Thibaut Pinot était pris. C'est un corps que j'apprécie. Vous avez vu l'entente qu'on a eue. » Bon, il l'a joué un peu bon enfant. Mais il ne court pas la FDJ, donc il n'a rien à se reprocher. Hein. C'est ça. Lui, il fait sa course. Son équipe a des objectifs. Lui a des objectifs. Là, l'objectif, c'était de faire une bordure pour éliminer le maximum d'adversaires possibles, que ce soit et pour le classement général pour Henrik Mas et pour le sprint à venir avec Elia Viviani. Donc, lui, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il a bien fait, il a fait son job, il l'a très bien fait puisque c'est lui qui met l'intensité dès le début sur cette bordure. Et on a vu du coup, parce que Ineos après l'étape a été très heureux d'avoir fait ces résultats-là. Voilà. Ils ont flambé, mais il faut dire que ce n'est pas eux, ils ont été à l'initiative de la première bordure, Robin, mais ce n'est pas eux qui ont embrayé cette bordure qui a fait tout péter. Ouais, c'est davantage les deux collègues Quick-Step qui ont lancé. Alors après,
c'était pas toujours très très clair parce que c'est tombé sur des images d'hélicoptères, il y avait un rond-point puis un deuxième, en plus France Télé a fait la coupure pub à ce moment-là, donc pour y voir très très clair dans cette histoire de bordure, pardon, c'était pas ultra simple, mais ce qui est sûr c'est qu'Ineos en a profité. En fait je crois qu'ils se sont fait une frayeur au moment où les Education First tentent un premier coup, qui fonctionne pas, mais où ils se rendent compte les Ineos qui sont pas super bien placés, et ils se replacent vachement bien avant que ça pète véritablement quelques kilomètres plus loin, et c'est là qu'on voit la différence entre une équipe qui a été très vigilante et d'autres, les FDJ, les Astana, les Education First qui sont quand même au top sur cette histoire parce qu'ils essayent de faire une bordure mais ils piègent leur propre leader. Non, mais c'est Donc incroyable. voilà, on voit la différence entre une équipe qui fait très attention et d'autres un peu moins vigilantes. Polo, cette bordure, donc il y a eu d'abord celle de F-Drapac, il y a eu celle d'Ineos ensuite, puis il y a eu Deceuninck Quickstep qui a tout fait péter. Et là, quand on découvre Thibaut Pinot, mais pas que lui, hein, Uran, Porte, Fuglsang qui était derrière, mais c'est jamais revenu. C'est jamais revenu, ça revient à 10 secondes un moment. C'est pas loin, j'y l'impulsion des Lutsenko et surtout des coéquipiers de Fuglsang. Là, on y croit, on se dit que c'est terminé. Et moi, j'étais en apnée à partir du premier moment où j'ai vu Thibaut Pinot pris dans la bordure, jusqu'au moment où je les vois revenir à 10-12 secondes. Et là, je commence à en parler avec Thomas Dufont, avec qui on regardait l'étape. Mais regardez, lui, il ne regardait pas et je commence à lui expliquer. Et je lui explique parce que je me relâche. Je me relâche et je me dis, ça y est, c'est un mauvais moment qui est passé. Et puis en fait, non, après, c'est l'explosion. Les 10 dernières secondes sont toujours les plus dures. Les Astana qui ont vachement bien bossé explosent. Les coéquipiers de Pinot qui avaient bossé un peu avant ont explosé. Les Kung, les Ladanius, etc. Et forcément, au bout d'un moment, tu te retrouves tout seul. Ça aurait été miraculeux de rentrer quand même parce que devant t'as Bora, t'as Deceuninck, t'as Ineos et derrière en fait t'as EF Drapac, Groupama. En fait t'as tous les premiers du contre-la-montre par équipe qui roulaient dans le premier groupe et après t'as ceux qui étaient entre 5, 10 qui roulaient derrière, donc quasiment impossible de revenir quoi. La vérité c'est que si tu dois revenir dans une bordure comme ça se fait très vite. Parce qu'il faut mettre tout le monde à la planche à 100% immédiatement pour essayer de recoller tout de suite. Parce que sinon, tu as des mecs qui s'épuisent. On l'a vu avec les coéquipiers notamment de Fuglsang et aussi ceux de Thibaut Pinot. Et si tu rentres pas tout de suite, les mecs roulent dans le vide. Et ensuite, on arrive à un moment où c'est Fuglsang et Pinot qui doivent prendre les relais. Et là ça fonctionne pas. Surtout que même s'ils se donnent à fond, même s'ils ont de bonnes jambes, c'est pas des spécialistes du chrono. Et devant, on a une équipe de sprinters, 2 équipes de leaders qui sont en train de rouler à bloc. Donc forcément, ça fait la différence. Et c'est cette histoire des 10 secondes. Le problème, c'est qu'ils reviennent à 12 secondes au pied d'un faux plat où en fait, ils payent les efforts qu'ils sont en train de faire depuis 10 bornes, alors que devant, on a vachement plus d'hommes pour se relayer. Et je pense que si c'est plat à cet endroit-là, 300, 400, 500 mètres plus tard, ils sont rentrés. Et là, il y a un faux plat qui en fait vient les asphyxier. Et on connaît l'histoire. Si tu bouges pas les 10 dernières secondes, l'écart, il reste pas à 10 secondes. Hein. C'est que tu vas te reprendre un coup d'élastique et que tu vas prendre très très cher à l'arrivée. À l'issue de l'étape, évidemment, la question c'était comment ça a pu se passer. Marc Madio, le manager de la Groupama FDJ, a essayé d'expliquer, en tout cas, c'est ce que ses coureurs ont essayé de lui expliquer, qu'ils étaient bien placés. Et puis, au moment d'entrer dans le Tarn, en gros, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, il dit il y a eu un moment où il y a des moments où c'est moins parfait. C'était aujourd'hui, apparemment, ils ont pris un repoint en faux plat descendant par la gauche et il fallait le prendre par la droite. De 20e, ils se retrouvés 60e. Voilà qu'assure Polo, le genre de détail qui fait toute la différence sur un Tour de France. Mais clairement, et on la voit bien dans l'image, on l'a vu, elle est ressortie et hier soir et ce matin. On voit très bien une partie du peloton dont la Groupama FDJ prendre ce rond-point par la gauche. Et alors moi j'ai entendu Polo que c'était pas celui-là, mais c'était un plus tard. Mais la réalité c'est qu'en fait il l'aurait du coup fait 2 fois. Il y en a 2 qui se succèdent et ce qui est terrible aussi, c'est que certaines équipes, Ineos notamment, cette succession de ronds-points sur des portions ouvertes face au vent, il les avait repérés. Il l'avait repéré et certaines équipes. Tout le monde savait. Hein. Tout le monde visiblement, sauf la Groupama FDJ. Bah non, Astana, Trek et sur le rond-point, oui. Quelques autres aussi. Hein. Sur le rond-point où il fallait justement passer par la droite, ils sont passés par la gauche. Erreur. Et puis, ça joue aussi sur le placement. Si, dans le placement du peloton, tu es un peu à la lutte et que tu as envie de passer à droite, mais qu'à droite, la chaussée est prise, et tu es forcément renvoyé vers la gauche. Là aussi, c'est énormément de malchance. Et peut-être une mini-erreur tactique, mais je pense qu'avant tout, c'est de la malchance parce que finalement, les coéquipiers de la Groupama FDJ étaient placés. Mais pourquoi tu n'es pas collé à la roue de Thomas? Tu te mets dans la roue de Geraint Thomas, tu sais que tu ne seras pas piégé. Ou alors, tu es piégé avec lui.
C'est une des questions à poser. En tout cas, on a donc, si on récapitule, Pinot dans les grands leaders, Rigoberto Urán, Porte, Fuglsang qui ont perdu du temps, mais on en a un autre qui, là, pour le coup, question malchance, on peut difficilement le battre. C'est Mikel Landa, la cata pour Mikel Landa. Il a perdu 2,09 dans l'histoire et se retrouve à 4,15 au classement général. Et en fait, ce qui s'est passé, le petit point rouge, Polo, que tu as entouré, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Bah écoute, c'est simple en fait. Là, on le situe vraiment très mal parce que la qualité de la photo, comme vous pouvez le voir, n'est pas exceptionnelle. C'est pas du 4K, ça c'est sûr. Mais en fait, on savait pas trop qui était ce coureur qui envoie Mikel Landa dans le décor. Et en fait, ce coureur, c'est donc Warren Barguil qui touche la roue de Julien Lafilippe. On voit Julien Lafilippe se retourner d'ailleurs pour comprendre ce qui se passe juste devant. Warren Barguil touche la roue d'Alaphilippe, ça le déstabilise, et en étant déstabilisé, il fait un écart qui force Mikel Landa, il y a même un contact qui force Mikel Landa à aller dans le talus, et Mikel Landa chute, et ça aurait pu être vraiment très grave parce que ça roulait très vite à ce moment-là. Landa s'est relevé, mais Landa qui était dans le premier groupe se retrouve dans un troisième groupe, notamment avec Gio Ciccone, encore plus loin que Thibaut Pinot et Jakob Fuglsang. Donc autant vous dire que si on pense que le tour était fini pour Thibaut Pinot, et autant vous dire que pour Landa, maintenant il n'y a plus qu'un seul leader chez Movistar. Bon, moi, je vous l'avais dit de toute façon que c'était Quintana le leader chez moi. Ah non, mais il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Il y a bizarrement des coureurs qui sont toujours dans des situations. Bon, là, Mikel Landa, il a vraiment pas de chance, faut le dire. Moi, je me suis demandé s'ils n'allaient pas le reclasser dans le temps du premier groupe, vu l'événement, vu l'ampleur que ça prenait sur les réseaux sociaux, vu les réclamations de l'équipe Movistar. Finalement, ils l'ont pas fait. C'est vraiment juste la poisse pour Landa parce que pour le coup, lui, il avait fait le taf. Il était placé là où il fallait avec Quintana, les deux dans le bon groupe. Donc voilà, c'est juste la malchance. Mais ça va, comme dit Paul, éclaircir la stratégie de Movistar. Alors du coup, ce coupable, c'est Warren Barguil. Au début, certains ont pensé que c'était Romain Bardet. Il a tout de suite dit, il n'avait pas tweeté une seule fois depuis, je crois, le 4 juillet. Romain Bardet, et tout de suite, il a dit non, c'est pas moi. Warren Barguil, quand il est arrivé, il a assumé. Il a dit, je suis triste de la chute de Mikel Landa, déséquilibré en touchant la rue de Julien, comme tu expliquais, Polo. Je touche Mikel qui me remontait sur la gauche, c'est allé très vite, pas volontaire. J'ai évité la chute miraculeusement. Ça n'a pas été le cas de Mikel Landa. J'espère qu'il va bien. Il va bien. Oui, il va bien. C'est le plus important, il faut le dire. Mais il se retrouve à 4,15 au classement général. Les gars, à l'issue de cette étape, on a quand même eu une dernière surprise, il faut le dire. Vous voyez dans le synthé, Van Aert qui s'est imposé, qui a réglé au sprint à Elia Viviani, qui l'a regardé. Je ne sais pas si vous avez vu ce zoom sur sa tête, incroyable. Mais d'où il sort, il doit se demander. Mais impressionnant le sprint de Wout Van Aert, Polo. Impressionnant, mais moi, encore une fois, on le disait tout à l'heure en début de chronique, moi, ça ne me surprend pas. On sait maintenant que Wout Van Aert peut gagner ce genre de sprint massif un peu costaud, ce genre de sprint massif qui résulte de faits de course, là, qui finalement des faits de course qui a éliminé quelques sprinteurs, dont son leader Dylan Groenewegen. On a vu Tennyson remporter l'étape en Belgique. Je suis sûr que cette étape, Wout Van Aert aurait pu avoir les jambes aussi, même si on l'avait vu un peu court. Moi, je suis pas étonné. Le voir battre Viviani sur une étape, sur un sprint aussi plat que ça, même si on a vu que ça montait un chouille à l'arrivée, c'est quand même très impressionnant. Mais de là à dire que je suis étonné, non. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans cette équipe Jumbo-Visma, tu as 3 coureurs de niveau World Tour qui peuvent gagner des sprints. Tu n'en as même pas un français. Mais d'ailleurs, Alexandre Pasteur sur France 2, au début, on va pas lui en vouloir, s'est trompé en disant Mike Tennyson a gagné. Ouais, bon, j'ai la vite corrigé. Il a vu le gabarit de Wout Van Aert, de Wout Van Aert, selon la sachant qu'ils avaient fait le contraire à Bruxelles en pensant que c'était Van Aert. Ils avaient vite annoncé Tennyson. Ils avaient eu un petit doute. En tout cas, il y a une possibilité pour se tromper. Voilà, il y a du monde en même temps pour disputer les sprints chez Jumbo-Visma. Et je pense que c'est cette fin d'étape aussi complètement folle qui a avantagé un Van Aert parce que l'effort, voilà, un effort comme ça où tout le monde était à bloc pendant quasiment 1 heure, lui il connaît avec le cyclocross. Alors que Viviani, même si on lui avait éliminé Groenewegen et même si Quick-Step lui emmène le sprint comme il faut, il n'est pas habitué à être autant à fond pendant 20 km, quoi. Et demain, on fera un baromètre de cette première étape du Tour de France. Première semaine. De cette première semaine du Tour de France. Merci les gars. Je vois que vous suivez, ça fait plaisir. Et la Jumbo-Visma sera sûrement dans ces tops-là, les gars. Alors en fait, pour tout vous dire, moi j'ai préparé le baromètre pendant l'étape d'hier et avant justement cette fameuse bordure et ce résultat un peu cata, notamment pour Pinot, Fuglsang, etc. Alors qu'on voit la déclat de Wout Van Aert. Je ne peux pas y croire, battre tous ces hommes rapides dans le sprint. C'est la plus grande compétition au monde. Pour gagner immédiatement lors de ma première participation, c'est un truc de fou. Voilà, il a tout bien résumé. Et forcément, Van Aert, avec son équipe Jumbo-Visma, sera dans ce baromètre. Il était déjà avant l'étape d'hier. Certains étaient
dans ce classement, ils ne vont plus y être. Mais là, pour le coup, la Jumbo-Visma, c'est du tableau noir depuis le début de ce tour. C'est magnifique, rien à dire. Bravo à eux. Donc voilà, un petit teaser de l'émission de demain, ça ne fait jamais de mal. C'est terminé pour ce récap, les amis. On va passer à la question qu'on se pose tous aujourd'hui et elle concerne Thibaut Pinot. C'est parti. Pour savoir la question que l'on se pose, il faut d'abord regarder le classement général de ce Tour de France après 10 étapes. Parce que Thibaut Pinot ne fait plus partie du top 10, on va le découvrir. Julien Alaphilippe est toujours leader à maillot jaune du Tour de France, mais voilà, il est 11e, je crois, si c'est ça. Voilà, faudra revérifier. Mais le classement des favoris, on verra bien qu'il est déjà très loin, hélas. Exactement, on a le classement des favoris, mais on a tout simplement le retard de Thibaut Pinot sur le grand favori désormais. C'est personne d'autre que Geraint Thomas. Avant ça, on va tous checker nos micros parce que j'ai l'impression qu'il y a un micro qui pète et que c'est insupportable pour le chat. Alors on fait une petite pause. Ouais. On check les micros. D'accord. Alors je check mon micro. Comme ça, voilà. Check mes... C'était Joseph. Paul et moi, on a vérifié discrètement. J'avoue que quand je vous ai vu en train de mettre les mains aux poches, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce que c'est moi qui... Voilà, tiens. On a le coupable. Non mais c'est... Ok, d'accord, on fait ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que Robin, quand on voit ce retard-là de Thibaut Pinot, la question qu'on se pose très clairement, c'est est-ce que Thibaut Pinot a perdu le Tour de France? Robin, toi, est-ce que tu es plutôt pessimiste quant à cela? Je suis très pessimiste. Oui, pour moi, Thibaut Pinot a perdu le Tour de France. On en parlait il y a quelques jours sur le plateau. On disait comment Pinot peut gagner le Tour de France. Et on disait c'est en faisant déjà aucune erreur jusqu'aux Pyrénées. Alors on l'a encensé. On a parlé de cette étape merveilleuse à Saint-Étienne. On a parlé de l'avance qu'il allait avoir sur les Ineos au moment d'aborder la montagne, que c'était inédit, que c'était jamais arrivé depuis 2012 et les tours dominés par l'équipe britannique. Et bien, en une journée, tout est parti en fumée. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Thibaut Pinot, il a 1,20 à peu près de retard sur et Thomas et Bernal, c'est-à-dire à peu près comme tout le monde tous les ans, et qu'il va aborder la montagne dans les mêmes conditions que tout le monde, dans une position où il faudrait faire un exploit, alors qu'il était dans la position du favori numéro 1 il y a encore 24 heures. Polo, quand tu vois ces retards-là sur les adversaires principaux, sur certains favoris, ils n'y sont même pas tous. Alors, est-ce que cette question-là, tu y réponds assez facilement par un oui? J'ai envie de dire que pragmatiquement, on dirait oui, mais avec Thibaut Pinot, tout est possible. Et j'ai même envie de vous dire que par rapport à Romain Bardet, beaucoup plus pragmatique que lui, Thibaut Pinot, là, je pense, n'aura pas peur de vraiment foutre un bordel monstrueux dès que la route va s'élever. Il faut aussi remettre en contexte qu'on n'a pas vu un seul col des Pyrénées ou des Alpes sur ce tour et que c'est déjà passé énormément de choses. Thibaut Pinot, sa force, ça reste la montagne. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a réussi des très bons coups cette semaine. Bernal et Thomas aussi, c'est oui. Non, mais je suis pas en train de. Je suis pas en train de te dire que pour le moment, il va pas revenir. Trou, hein. Je sais. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça, il répond à chaud à une question catastrophique de notre ami Rodolphe Godin. Non, Jean-François Carcart. Mais c'était Carcart. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Tu vas pas l'assommer. Il lui demande en gros une réaction pour sa journée. Après, il y a pas grand-chose d'autre à lui poser comme question. Peut-être y mettre plus les formes. Ça rentre dans un débat aussi que je trouve autre, qui est les questions posées aux coureurs sur France Télévisions après les étapes où on envoie des gens dont j'ai l'impression qu'ils n'y connaissent pas finalement grand-chose. Enfin bref, Thibaut Pinot, moi j'y crois plus, on va pas se mentir. Voilà. Vrai que moi. Non, mais je vais essayer de nuancer parce que encore une fois, on n'a pas vu les étapes de montagne et Thibaut Pinot, sa force c'est la montagne, la force de la Groupama FDJ avec des Reichenbach, des David Goyus, c'est la montagne. Et là, Thibaut Pinot, il n'a plus rien à perdre. Il était venu pour un podium et le podium maintenant, il va falloir qu'il aille le chercher. Voilà, et s'il peut aller le chercher, c'est dans la montagne. Oui, il ne sera pas sur le contre-la-montre, on le sait. Mais voilà, les Sky, les Ineos vont être difficilement prenables, il ne faut pas se leurrer. Ils ont l'air trop forts, leur équipe, on en a douté, elle est trop forte. Ils vont cadenasser cette course de manière maître, en fait, comme ils font depuis 2012. Voilà, Thibaut Pinot, par contre, c'est un coureur qui marche au panache et il va tenter des choses folles, des choses peut-être qu'on n'a pas eues sur le Tour de France depuis beaucoup d'années, notamment chez les favoris. Et j'y crois. Ça te fait faire n'importe quoi, ça ne fait pas gagner le Tour. Non, mais ça va te faire gagner le Tour. De toute façon, le Tour, il ne peut pas le gagner. On ne va pas se mentir, on ne va pas mentir aux gens. Le Tour, il ne pourra pas le gagner. Mais moi, je ne suis pas d'accord.
d'accord avec ça. Thibaut Pinot. Polo. Il ne faut pas enterrer Thibaut Pinot, mais De il là- ne peut pas le gagner, ça c'est sûr. Mais ne pas le gagner. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Thibaut Pinot a 4 minutes de retard comme Romain Bardet pouvait l'avoir. Quand on l'a fait, ce débat sur Romain Bardet, là j'avoue que c'était très difficile Il de avait le 2 défendre. minutes, hein, Bardet. Il avait 2 minutes. Oui, mais c'est un Romain Bardet différent. Aujourd'hui, ce qu'a montré Thibaut Pinot à Saint-Etienne, ce qu'il a montré à la planche des belles filles, c'est des jambes de feu. La montagne n'a même pas commencé hier. Jérôme Coppel sur RMC, je l'entendais, disait voilà, on n'est même pas arrivé sur son terrain. Et c'est la vérité, on n'est même pas arrivé. Là, pour le moment, ça a été l'entrée du Tour de France. On a tendance à l'oublier parce que c'est un Tour de France très, très important. Le terrain de Thibaut Pinot, c'est bien beau, mais dis-moi qui a battu Geraint Thomas en montagne l'année dernière? Alors, la première chose à faire pour Thibaut Pinot pour essayer de remporter ce Tour de France, ça va être déjà de ne pas penser au retard qu'il a sur Geraint Thomas et Egan Bernal. Parce qu'effectivement, Geraint Thomas, ça va être le gros morceau. Mais je suis désolé, quand on voit les écarts, ils ne sont pas insurmontables. Le 1,20 sur Thomas, c'est beaucoup. 1,17 sur Bernal, c'est beaucoup. Mais 47 secondes sur Mas, 29 sur Nairo Quintana. Donc on parle déjà, de podium. Pour le moment, on parle de podium. Mais quand on voit ce qui arrive, le programme Otakam, Tourmalet, Pradalbi, Otakam. Tignes, Pas Otakam. à Bagnères de Bigorre. C'est pas Otakam. C'est. oublié le col. On va le retrouver. En tout cas, il y a énormément de cols. Peut-être Je non. vais aller voir. C'est quoi? Continue, Joseph. Continue. En tout cas, il y a énormément de cols, il y a énormément de montagnes et il y a largement de quoi revenir sur ces écarts-là. Non, mais, Désolé, mais quand... Joseph, on est d'accord que ça, c'est ce qu'on raconte tous les ans, notamment depuis 3 ans avec Romain Bardet, où on dit Romain Bardet, son terrain, c'est la montagne. C'est en montagne qu'il va pouvoir faire des différences sur Mais le là, il nous a montré des Là, je jambes suis pas de feu, Thibaut Oui, Pinot. mais et Thomas, non? Thomas, il est devant Pinot à la planche des belles filles. hein. Thomas, Moi, je pense c'est une que vraie question. Je pense que Thibaut Pinot est au niveau de Geraint Thomas dans la montagne. Voilà. Et si au niveau de Geraint Thomas dans la montagne, il n'y aura pas beaucoup de monde pour suivre les deux Voilà, derrière. être au niveau, ça veut dire que si tu abordes la montagne à égalité ou avec une trentaine de secondes d'écart après le chrono, bah, tu es dans une position qui peut te permettre de jouer la gagne. Je ne sais pas si Thibaut Pinot allait gagner le Tour de France, mais pour la première fois, il avait l'opportunité de disputer ce maillot jaune, d'être dans la bagarre pour le maillot jaune. Mais pour être dans la bagarre, il faut être dans les mêmes temps à peu près que Geraint Thomas et Egan Bernal. Si tu entames la montagne avec 2 minutes de retard, parce que c'est ce qui va se passer, 1,20 c'est bien gentil, mais il y a le chrono à peau. Hein, donc déjà, s'il perd que 40 secondes, ce sera l'exploit de sa deuxième semaine. Donc il va entamer la montagne avec entre 2 minutes et 2,30 de retard. Mais la course, c'est plus du tout la même. Thomas, il a quoi? Une seule chose à faire, prendre la route Thibaut Pinot quand il attaque. Et je veux bien que Thibaut Pinot soit parmi les plus costauds, peut-être même le plus fort sur ce Tour de France. Sauf que c'est pas parce que tu es plus fort ou au même niveau que Thomas que tu lui reprends 2 minutes 30. Non, moi je parle pas de 2 minutes 30, mais déjà sur le contre-la-montre, même s'il va perdre un peu de temps, avec massif pyrénéen et massif alpestre, Polo, moi je pense sincèrement que ce n'est pas une 20 qui est totalement insurmontable. On a l'impression Joseph, que 3 minutes. pas de mauvaise moi, foi, on je- parle pas d'une 20, on parle de 2 minutes, 2 minutes 30. Sur un mec qui est au même niveau en montagne, moi je suis plutôt d'accord avec Robin. Moi j'essaie de me rassurer, mais le problème c'est que Robin est trop incisif et avec des arguments qui font mouche à chaque fois. Petit détail, pour la Bagnères de Bigorre, il passe donc par le col de Peyre-Sourde et après par la Hourquette dans ce. La Hourquette, dans par ce- contre, qui est- c'est pas qui a Otakam, Parce c'est la qu'au Hourquette. Takam, en fait, tu peux pas redescendre. C'est Ouais, c'est un ça. cul-de-sac. Et, Donc c'était impossible. et non, moi je pense que de toute façon, ce que j'aime bien avec Thibaut Pinot, au contraire d'un Romain Bardet, c'est que il va vraiment tout tenter et que j'ai l'impression qu'il est quand même peut-être en termes de jambes. Tu l'as dit, j'ai l'impression que c'est le plus fort de ce Tour de France. Le problème, c'est que face aux Ineos, être le plus fort, ça suffit pas. Pour gagner un tour, c'est 3 semaines où il faut être au top tous les jours. Et Thibaut Pinot, une seule journée, ce sera peut-être cette seule journée où il aura fait une connerie, et ben cette connerie va lui coûter le Tour de France. Alors que Ineos évite tous les pièges depuis le début de ce Tour de France et historiquement évite quand même beaucoup les pièges, même s'ils ont toujours des petites galères, que ce soit la chute collective qu'on a vue à Saint-Etienne. Il y a toujours des trucs qui vont pas, mais jamais ils ne s'inquiètent et jamais ils ne prennent de débours monstrueux. Ils maîtrisent tellement leur sujet. C'est géré. Voilà, Le seul après, truc qui peut remettre ça en question, c'est évidemment si les deux Ineos se plantent dans les grandes largeurs. Alors, une chute, ça peut très vite arriver. Mais non, mais au-delà de la simple chute pour Ineos, il y a aussi ce double leadership, parce que Egan Bernal, s'il est deuxième, il peut très bien profiter à Thibaut Pinot aussi. Je suis désolé, moi, quand je vois un co-leadership tel qu'il est aujourd'hui à Ineos, ils peuvent se tirer dans les pattes comme... moi, je vois les déclats d'Egan Bernal et j'en doutais un peu avant le tour. Je lisais encore hier. Nous, de toute façon, que ce soit Geraint Thomas ou moi qui gagne, on s'en fout. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Et rien que pour ça, même s'ils vont un peu se tirer dans les pattes, peut-être, ils seront peut-être 3 en haut d'école à chaque fois. Il y aura Bernal, il y aura Pinot et il y aura Geraint Thomas si tout se passe comme on le pense. Et encore, c'est pas sûr. On n'est pas à l'abri d'une
surprise ou d'une mauvaise surprise. Ces deux-là, à la limite, ils vont peut-être se battre entre eux, mais ils vont se battre entre eux loin des autres concurrents, je pense, et loin d'un Thibaut Pinot qui, même s'il fait jeu égal dans la montagne, aura déjà 2 minutes 30 de retard après le contre-la-montre de Pau. Parce qu'on peut faire jeu égal en montagne avec les Ineos, Thibaut Pinot, je l'en crois complètement capable. Ouais, ça, c'est sûr. Et après, il y a le jeu des bonifications. Et sur une bonne journée ou une mauvaise journée pour l'un ou l'autre, c'est tout à fait possible de faire un écart de 10-20 secondes en haut du Tourmalet ou à Val Thorens ou à Tignes. Voilà, évidemment que des petits écarts sont possibles. Mais les deux Sky ou Ineos, qui perdraient le même jour 2 minutes sur une arrivée au sommet, sur le seul mec qu'ils ont à surveiller pour l'instant. Moi, pour le moment, Egan Bernal, il ne m'a pas du tout rassuré, et notamment sur le démarrage de Julien Alaphilippe. Bon, après, c'est pas du tout son profil. Mais il n'y a personne qui l'a pris la roue d'Alaphilippe, alors à Saint-Etienne, oui, il y a Thibaut Pinot, qui a été le plus costaud, on est d'accord. D'autres ont essayé, en trouvant des excuses plus ou moins avérées. À Épernay, Bernal, il regarde ses chaussettes, mais comme tout le monde, personne ne prend la roue d'Alaphilippe. Bernal, c'est pas non plus le mec qui joue la gagne en haut de la flèche du mur de Huy sur la flèche wallonne tous les ans. Bernal, c'est le mec qui va te mettre dans le dur sur des cols à 2 mètres d'altitude. Bernal, on parle de lui comme d'un puncher parce qu'il est léger, mais la vérité, c'est que lui, ce qu'il aime, c'est les longs cols en altitude. C'est pas des bosses de 2 km à 9% dans une étape vallonnée. Pour être très clair, vous avez commencé à en parler. On a le profil, mon Manu, si tu peux le retrouver, du contre-la-montre Pau qui fait 27 km, qui va être bien évidemment déterminant dans cette remontée possible ou non de Thibaut Pinot. 27 km, alors il est escarpé, mais quand vous dites qu'il va prendre 40 secondes ou 50 ou 1 minute sur Geraint Thomas, est-ce que vous confirmez ce genre d'écart? Mais alors, déjà, il va l'entamer mentalement dans un état d'esprit complètement différent de s'il avait dû l'entamer en étant le premier favori du général. Donc déjà, ce qui aurait changé quelque chose, c'est qu'il serait parti avec les temps de Geraint Thomas et d'Egan Bernal pour se caler, voir sa progression au fur et à mesure. Là, il partira dans le flou, puisque les deux Ineos partiront après lui. Et il serait parti en étant le premier favori du classement général, en ayant une position à défendre, et en se disant qu'il pouvait aborder les Pyrénées en tête, parmi les favoris. Là, l'idée, c'est juste de ne pas encore se prendre un éclat, parce qu'il a pris un coup au moral énorme hier, et il faut juste qu'il arrive à ne pas être trop loin après ce chrono. Voilà, c'est un état d'esprit, une philosophie complètement différente au départ du chrono, et qui va en plus changer toute la suite de son Tour de France, parce que si tu entames la montagne avec 30 secondes de retard sur Geraint Thomas, tu sais que tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi à la première étape, et que si tu lâches pas Geraint Thomas et Egan Bernal au Tourmalet, c'est pas grave. Tu n'as que 30 secondes à reprendre, ça peut se faire à peu près n'importe où. Il l'a fait à Saint-Etienne. Mais si tu entames la montagne avec 2 minutes 30 de retard, tu sais qu'il faut reprendre du temps tous les jours, et que si tu n'y arrives pas au Tourmalet, ça devient déjà inquiétant, parce que ton Tour de France, tu as 5-6 étapes de grosses montagnes pour faire des écarts. C'est ça qui est intéressant. Et à chaque fois que tu vas pas en faire, tu vas te mettre en plus dans un état d'esprit c'est une occasion de louper, et plus les jours passent, plus ton Tour de France s'envole. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que... tu l'as dit, après Pau, il y aura un débat encore plus important. Il sera obligé dès le lendemain. Mais sur qui, à part sur Geraint Thomas? Sur Geraint Thomas, sur le futur vainqueur du Tour de France. Oui, voilà, sur Geraint Thomas, ça risque d'être un problème, mais par rapport à tous les autres. C'est pour ça que moi, je dis, quand on répond à cette question, a-t-il perdu le Tour de France? S'il a gagné le Tour de France, s'il va le gagner. Oui, d'accord, ok. Mais moi, je pense que d'abord, s'il se repose aujourd'hui, journée de repos, déjà, c'est magnifique. C'est la meilleure pour le ressasser toute la journée. Il aime pas les reprises. Non, pas forcément pour le ressasser, mais pour se poser cette question, le meilleur moyen de se la poser pendant un jour de repos, c'est avec les directeurs sportifs de se poser autour d'une table et de se dire voilà, comment on agit aujourd'hui. Je suis désolé, quand tu as une nouvelle étape qui repart, tu n'as pas le temps de te poser, tu te couches tôt, tu essayes de récupérer, tu dors mal. Au moins tu cogites pas, quoi. Oui, mais au moins tu cogites pas, mais tu as la possibilité de te poser et de faire redescendre la pression, de faire passer la pilule. Ensuite, derrière, tu peux te poser la question comment revenir dans la course au podium, ce qui est pour moi largement faisable. Oui, mais absolument pas la question. Et ensuite, une fois que tu reviens, advienne que pourra. Il n'a pas perdu le Tour de France à partir du moment où il revient dans la course au podium. Mais s'il attaque les Alpes avec 1 minute 30 de retard sur Geraint Thomas, je vois absolument pas pourquoi il ne peut pas revenir. À quel moment t'imagines Geraint Thomas laisser Thibaut Pinot faire sa course pour le podium tranquille et ne pas le suivre quand il attaque? Le Thibaut Pinot que j'ai vu à Saint-Etienne, je suis désolé, il y a largement les possibilités pour qu'il lâche à la pédale Geraint Thomas. Mais Geraint Thomas avait chuté avant. Il n'a pas pu suivre et il a dit. Bon, ça c'est je trouve ça fantastique ces déclarations d'Ineos qui fasse une bonne étape comme hier ou une mauvaise étape comme à Saint-Etienne. Geraint Thomas, il arrivait le soir à Saint-Etienne, il disait ah oui, Thibaut Pinot et Jean-Philippe, c'est dommage que j'ai chuté, j'aurais pu les suivre. Voilà, ils sont trop sur d'eux. Ils mettent beaucoup sur Geraint Thomas. À l'arrivée hier, disait c'était une journée où il fallait être à l'avant et rester attentif. Voilà, prendre autant de temps sur plusieurs coureurs au général, c'est une bonne nouvelle, une très bonne journée.
Toi, tu imagines réellement Geraint Thomas être capable de lâcher à la pédale ce Thibaut Pinot-là qu'on voit depuis le début du Tour de France? Mais il a plus besoin de le lâcher. Il a juste à rester avec lui aujourd'hui. Et il peut même se permettre de perdre un peu de temps. Il est là le problème. Qui sera le plus fort en montagne? Je ne sais pas. Pour moi, on est d'accord là-dessus. C'est les deux plus forts. On l'a vu, notamment à la planche des belles filles, même si c'était une ascension différente. Donc pour moi, ils vont se battre en montagne tous les deux, oui. Mais se lâcher, je veux dire, on est sur des niveaux de toute façon ultra homogènes. Et on l'a vu l'année dernière où on avait Dumoulin, Froome, Roglic et Thomas. Ils se lâchaient pas d'une semelle dans l'école. Et Thomas a réussi à faire des petits écarts à la Rosière et à l'Alpe d'Huez, mais ça se comptait en poignées de secondes. On n'était pas sur des grandes envolées où tu mets une minute. On était quand même sur des adversaires qui étaient bien moins incisifs que peuvent l'être ceux de cette année. Thibaut Pinot, il sera beaucoup plus incisif qu'un Steven Kruijswijk ou même qu'un Primoz Roglic, Paul. Mais après, Roglic est très attaquant. Hein. Roglic, Il l'a pas forcément été en première partie. Et Kruijswijk a tenté des trucs, notamment dans l'Alpe d'Huez l'an dernier. Thibaut Pinot va attaquer. Et là, de toute façon, il y a deux choses que j'ai envie de mettre en abîme. C'est la première chose. Est-ce que c'est lui le plus fort? On va vite le voir. S'il fait un bon chrono à Pau, c'est-à-dire qu'il a des jambes exceptionnelles et qu'à mon avis, il va foutre le feu dès les Pyrénées, peut-être même la veille ou le lendemain au Tourmalet. Et il y a aussi cet aspect mental qui est très important chez Thibaut Pinot. L'aspect mental, comment il va se relever de cet énorme coup dur hier. Et c'est en ça que ça m'inquiète un peu plus. Et c'est pour ça que je ne suis pas hyper rassuré. J'ai envie d'y croire parce que la montagne, c'est son domaine et que j'ai l'impression que c'est l'année où il va faire des grandes choses sur ce Tour de France. Peut-être, si ça se passe mal, la dernière année, on voit Thibaut Pinot sur le Tour de France, il faut le dire. Franchement, je ne sais pas. J'étais arrivé dans ce débat vraiment un peu les yeux bandés en me disant que j'allais tout donner pour essayer de défendre Pinot, pour essayer d'y croire un peu. Mais plus on en parle et plus c'est impossible finalement. Il va peut-être arracher un podium à 4 minutes des Sky ou à 3 minutes des Sky, des Ineos. Qu'est-ce qu'il pourra faire de mieux? Rien du tout en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il avait toutes les cartes en main pour réaliser un Tour de France exceptionnel. Les planètes étaient alignées. C'est ce qu'il disait avant le Tour de France. À partir d'hier, les planètes, elles ne sont plus alignées. Il y a des mecs déjà qui ont fait des Tours de France quasi parfaits et qui n'ont pas du tout battu ni les Sky des dernières années, ou les Sky puisqu'ils ne s'appelaient pas encore Ineos. Quintana a fait des super Tours de France. Contador a fait des Tours de France. Et là, on parle d'un mec Romain qui Bardet. Bardet a fait le Tour de France 2017. Il est quasiment parfait. Il se plante sur le dernier chrono, mais tout était déjà joué de toute façon. Et ces mecs-là n'ont jamais battu Ineos. Uran fait un tour parfait en 2017. Quintana en a fait, Rodriguez en a fait, Contador aussi. Et ils n'ont jamais réussi. Là, Thibaut Pinot, il vient de saccager son Tour de France en perdant 1,40 et on veut nous faire croire que c'est encore possible. Bien sûr que non. Il faut, pour avoir juste une chance de battre Ineos, il faut faire le tour parfait. Dieu sait que je l'aime, mais là, pour le coup, le Tour de France, c'est la peur. Après, encore une fois, c'est quelqu'un qui va être acteur de ce Ça, on n'en sport. doute pas. Au contraire d'un Romain Bardet, peut-être l'an passé, ou d'autres coureurs, évidemment. Lui, il sera acteur et en plus, il a les jambes pour l'être. Hier, il n'a pas perdu du temps parce que les jambes n'ont pas suivi. Il a perdu du temps sur un peu de hasard et beaucoup de stratégique. Il n'a pas perdu les jambes il n'a pas perdu le tour à cause de ses jambes. Et c'est jambes, frustrant. Et voilà, c'est frustrant d'une, mais ce qui annonce aussi des Pyrénées et des Alpes exceptionnelles de sa part, je pense. Voilà, donc on va passer à la chatroom. Voilà, après cette bien fait mal, on va dire, vous m'avez fait très mal avec vos arguments, faut le dire, mais voilà, je ne pense pas que ce soit... Tu as été vaillant de défendre parce que je voulais un peu t'aider sur ce débat, mais c'est pas possible. Mais j'y crois très sincèrement. Dites-nous vous dans les commentaires. Mais je suis sincèrement réaliste et je pense que ce retard-là, avec le Thibaut Pinot de cette année, n'est pas insurmontable. Mais dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous êtes plutôt convaincu par Robin surtout, par Polo aussi, ou par moi, voilà, ou si vous y croyez encore un petit peu pour Thibaut Pinot et cette victoire. Les amis, préparez vos questions, j'en vois qui arrivent pas mal, c'est l'heure de la chatroom, c'est parti. Après ce débat enflammé sur Thibaut Pinot et ce chaos technique, on peut le dire, hein, qu'on a pris les amis hier, on va se poser des questions. Quels favoris sont plus forts que Pinot sur le contre-la-montre, les amis? Alors, il a progressé un petit peu, Thibaut Pinot. Il y a malgré tout du monde qui, sur le papier, est plus fort. Alors, on connaît l'histoire du chrono de Tour de France qui va arriver après 14 étapes. Il va y avoir une question de fraîcheur aussi. C'est un peu vallonné. Voilà, peut-être. très légèrement. Ça, moi, j'ai l'impression que Oui, c'est un peu on en fait trop avec ça. Mais bon, mais faut essayer de se rassurer. sur le papier, si on prend les favoris qui sont devant lui aujourd'hui, Geraint Thomas est meilleur. Egan Bernal est censé être meilleur. Alors, il est meilleur. Thomas est bien meilleur. Bernal est un peu entre les deux, mais meilleur. Jakob Fuglsang est censé être meilleur. Kruijswijk aussi.
Qui en a d'autres? On a alors Quintana, Henrik Mas. Henrik Mas, Henrik Mas, ça Quintana, fait un très bon Bourman. chrono sur la Vuelta l'an dernier, mais c'est difficile Ouais, de le situer. mais c'est difficile, c'est plus difficile. Je mets ces mecs à peu près au même niveau. Bourman, Quintana. Yates aussi, pareil. Voilà, Yates et Dan Martin. Voilà. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est moins bon que Thibaut Pinot et que s'il y en a qui font moins bien que lui, ce ne sera pas de beaucoup. Après, l'idée, voilà, s'il est dans les temps de Quintana, de Yates, de Mas, voire de Kruijswijk, on pourra dire qu'il a fait un bon chrono. Je veux dire, l'idée, c'est de ne pas prendre plus cher que ce que prennent les autres. On a une question de Kat Mapei sur Emmanuel Buchmann, 5e du classement général, l'Allemand de la Bora, 1,45 de retard. Paul, est-ce que tu le vois capable de tenir sur quelle distance en tout cas? Première semaine parfaite pour Buchmann, placé à la planche des belles filles, placé hier. Aucun contretemps, on va dire, à signaler. Encore une fois, c'est difficile de le. On le connaît pas parfaitement sur les grands tours. Ouais, mais on sait qu'il est en forme. Il fait une super saison, notamment à la pédale sur des courses d'une semaine. Le gros test, ce sera les Pyrénées, la première étape. Savoir s'il peut suivre vraiment quand l'altitude va s'élever face aux coureurs de très haut niveau que sont des Geraint Thomas, Bernal ou Pinot, et surtout de voir comment il peut limiter la casse sur le contre-la-montre. Moi, il me semble qu'il peut être un peu plus rapide, notamment que des purs grimpeurs, comme on a cité, des Pinot notamment, ou des Dan Martin, même des Quintana. Je pense qu'il est un peu plus rapide que ces gens-là. Après, encore une fois, c'est un jeune coureur qui 26 ans. Qui dispute, mine de rien, pour la première fois vraiment un Tour de France en tant que favori. Il a fini 15e en 2017 et il a fini 12e de la Vuelta. Il est vraiment favori avec ce rôle d'essayer de suivre les meilleurs le plus longtemps possible à la pédale. On n'est plus sur du hasard. C'est franchement difficile à juger. Moi, je le sens bien à l'image de son début de saison. Après, il faudra attendre le week-end prochain pour juger, en fait, comme beaucoup. Possible collaboration, demande Vicky, entre la Française des Jeux, Astana, et pourquoi pas d'autres équipes aussi, Robin? Entre les équipes, je pense pas. C'est toujours la même chose. On a longtemps eu ce fantasme des équipes concurrentes de Sky et aujourd'hui d'Ineos qui s'associeraient pour mettre à mal le rouleau compresseur britannique. Mais la vérité, c'est que ça se passe jamais comme ça. Chacun fait ses stratégies dans son coin. Après, par contre, si un Thibaut Pinot, par exemple, se retrouve isolé avec un Jakob Fuglsang sur une étape, là, bien sûr, ils pourraient avoir des intérêts communs et rouler ensemble. Comme ça s'est passé vers Saint-Etienne, où Pinot et Alaphilippe avaient des intérêts clairement communs et où ils ont pris des relais l'un pour l'autre sans se poser de questions jusqu'à la ligne. Voilà, une fois qu'on est devant, tout peut se passer, ça dépend des intérêts, des circonstances. Del 11 Yen, vous avez des pseudos, vous m'aidez pas, hein, vous m'aidez pas. Qui pose une question sur Quintana. Est-ce que ça devient le principal adversaire pour la victoire finale, Polo? Non, il n'y a pas d'adversaire principal pour la victoire finale d'Ineos. Je le pense vraiment, en fait, j'en suis persuadé. Quintana, je le trouve vraiment en forme. Pas inquiété sur la planche des belles filles, qui n'est pas forcément une ascension pour lui. Ouais. On sait que quand ça va monter au-dessus des 2000 mètres, c'est pas lui qui sera le plus emmerdé avec ça. Après, encore une fois, est-ce qu'il va pas prendre un tir comme ça lui arrive chaque année depuis quelques saisons sur une des étapes? Moi, j'y crois pas à Quintana. J'y crois pas parce que ne serait-ce qu'à Pau, il va prendre une valise aussi, pire que celle de Thibaut Pinot. Il a l'air bien, moi je le trouve bien. Il a l'air bien, mais le contre-la-montre, moi je l'ai mis sur le podium, je le redis tous les jours. Le contre-la-montre, il n'y arrive vraiment pas. Après, l'avantage, c'est que lui n'a pas perdu de temps hier. Mais Quintana, il a perdu du temps que là où c'était prévu qu'il en perde. Il n'en a pas gagné sur des étapes. Il perd beaucoup sur le contre-la-montre par équipe. Voilà, peut-être un peu trop. C'était prévu, c'est pas trop de sa faute non plus. Donc il est dans les temps, je pense qu'il l'avait prévu en fait. Vas-y. Quelqu'un a demandé, désolé, j'ai plus le pseudo, mais demandé qu'est-ce que vous pensez du Tour des Belges. Mais je voulais en parler. 3 victoires d'étape, je crois qu'ils n'avaient plus gagné depuis 2 ou 3 ans sur le Tour. On gagne avec la nouvelle génération, Van Aert. On gagne aussi avec l'ancienne génération, mais peut-être talentueux au possible comme De Gendt, sur des étapes à chaque fois magnifiques. C'est très beau ce qu'ils nous font la Belgique depuis ce début de saison. Avec Tim Wellens, maillot à poids. Voilà, on a Teuns qui gagne à la planche des belles filles. Donc non, un tour, franchement, c'est complet. C'est une 10 premiers jours vraiment très réussi. Sur des profils différents à chaque fois, bravo. Il y a Julien qui nous demande, Bastien qui nous demande pourquoi on ne parle pas de Julien. Il peut aller jusqu'où avec le maillot, mais c'est le genre de questions, les amis, dont on parlera demain. On a beaucoup de questions dans le chat, j'ai l'impression là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas Julien Alaphilippe comme
comme un favori. Est-ce qu'on en dit un mot aujourd'hui? On peut en dire un mot évidemment aujourd'hui. Peut-être que Évidemment. certains qui nous regardent sont peut-être pas ultra au fait de ça et se demandent pourquoi on ne le considère pas comme un candidat. Tout simplement parce que la haute montagne, c'est pas fait pour lui. Même si sur une semaine, il a déjà réussi à montrer de belles choses. 3 semaines, c'est une autre histoire. C'est ni son objectif, ni là qu'il exprime vraiment ses qualités aujourd'hui. La question de savoir si ça deviendra un de ses objectifs de jouer le maillot jaune dans les années à venir, elle est ouverte. Personne ne ferme la porte, ni à la Philippe, ni ses entraîneurs, ni son staff. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est clairement pas l'objectif. Il a déjà annoncé d'ailleurs, Polo, que même s'il a perdu 3 kilos, qu'il se sent bien en haute montagne, il a déjà annoncé que De Koninck lui demanderait de se relever sur certaines étapes. Ouais, mais c'est ce qu'on a lu, mais on lui a aussi demandé, et ça pour le coup, rendons à Vélo Club, parce qu'il appartient à un Vélo Club, avec un Vauclair que je trouve pour le coup très bon, au contraire de certains de ses collègues, qui lui a demandé, est-ce que, Julien, est-ce qu'on va te demander de te relever, notamment pour aider un Henrik Mas, où on va te pousser à garder le maillot le plus loin possible. Et là, Julien, il a été clair et net, il a dit, non, moi, le maillot, le maillot jaune, sur les épaules, il le défend. ça se respecte, et je le défendrai jusqu'à ce que j'ai... Voilà, mais c'est évidemment qu'il va se bagarrer comme un chiffonnier pour le garder le plus longtemps possible. Après, en revanche, une fois qu'il l'aura plus, ce sera de l'histoire ancienne. Et d'ailleurs, si l'objectif avait vraiment été qu'il le garde le plus longtemps possible et s'il y avait eu des ambitions en général, on ne lui aurait pas demandé d'emmener le sprint pour Viviani il y a 3 jours et on ne lui aurait pas demandé de faire une bordurière. Donc voilà, il se serait évité ce genre d'effort. Et le fait qu'il le fasse, ça montre bien qu'il est dans un état d'esprit collectif, qui défendra son maillot, mais qu'il n'envisage pas de le garder jusqu'à après les Pyrénées. Xernes qui dit voilà, je me méfie de ce que dit De Koninck. C'est vrai qu'avec les prises de parole des directeurs sportifs, bah, bien sûr, quand on a Patrick Lefebvre comme grand Manitou, c'est le chef là-dedans. Bien sûr, mais il y a les déclarations, il y a ce qu'on voit aussi à la Philippe, c'est mis à la planche pour Viviani 2 jours. Et s'il avait des vraies ambitions, il ne le ferait pas. C'est vrai. Et Excellenti qui dit il peut clairement faire une Vauclair notamment. En 2010, Polo. 2011. Moi, à 10 jours. Franchement, quand je vois Julien en 2011. Quand je vois Julien en jaune, quand je vois les jambes qu'il a, et j'y pense de plus en plus à ce Tour de Vauclair en 2011. Je trouve que le profil de Julien Philippe est exactement le même que celui de ce Vauclair de 2011. Après, le fait est que Julien Philippe a fait déjà tellement d'efforts que si ce n'est pas la première étape des Pyrénées, ce sera la deuxième. À l'arrivée au Tourmalet, il va prendre un tir dans les grandes largeurs. Et voilà, on n'en parlera plus. Mais on a forcément envie d'y croire quand on le voit avec ce maillot jaune et quand on se rappelle de ce Tour 2011 de Thomas Vauclair. Voilà les gars, on a terminé pour la chatroom. On se retrouvera évidemment dès demain. Les amis, j'espère que vous êtes prêts, que vous allez ouvrir vos livres d'histoire, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Jacques Anquetil dans la chronique du vélo. C'est parti. Voilà, Jacques Anquetil, on se replonge dans le Tour de France 1961. On va voir une photo de Jacques Anquetil pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Voilà, c'était un blond qui se tenait très droit, qui était un espèce d'aristo que Robin va évidemment vous présenter. Alors, Robin, pourquoi la chronique du vélo, dont tu es le rédacteur en chef, faut-il le rappeler, a décidé de parler aujourd'hui de Jacques Anquetil? Parce que c'était un 16 juillet 1961 qu'arrivait le Tour de France 1961 à Paris. Donc il y a tout juste 58 ans, que remporté donc par Jacques Anquetil. On le voit, on l'a vu sur la photo derrière toi. Un Tour de France très particulier puisque Jacques Anquetil y avait porté le maillot jaune du premier jusqu'au dernier jour. Jacques Anquetil sur le Tour de France, c'est 50 jours en jaune. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait mieux. Il y a Merckx, il y a Hinault, il y a Indurain et il y a Froome. Et sur ces 50 jours, du coup, il y en a 21 sur la seule année 1961 où Jacques Anquetil en fait est le seul leader de l'équipe de France. On le voit là en photo avec à ses côtés Charlie Gaulle, un de ses rares adversaires sur ce Tour 61. Il est le leader de l'équipe de France. Jacques Anquetil, débarrassé de Louison Bobet notamment, qui était le grand leader tricolore des années 50, débarrassé de Roger Rivière aussi, débarrassé de Gimignani. Poulidor n'est pas encore dans cette équipe de France, il n'est pas sélectionné. Son équipe, Mercier, l'a convaincu de ne pas y aller parce qu'à l'époque le Tour se court par équipe nationale. Ils voulaient qu'il soit leader. En fait, ils avaient demandé à Marcel Bidot, d'être leader, et Marcel Bidot avait dit non. Exactement, il y a tout un... Anquetil ne voulait pas avoir quelqu'un dans les pattes, il voulait enfin ce statut de numéro 1 complet en équipe de France, ne plus avoir un co-leader à ses côtés, puisque son premier Tour de France remporté à Jacques Anquetil, c'est en 57, mais ça commence à dater. Marcel Bidot, le sélectionneur, il a une grosse pression, parce que ça fait 3 ans que l'équipe de France ne gagne pas le Tour de France, donc il faut réparer ça, et donc il décide de ne pas prendre Raymond Poulidor, et de faire son équipe
au tour de Jacques Anquetil. Ce sera d'ailleurs un des derniers tours, le dernier tour par équipe nationale, avant une petite exception en 67-68. Mais donc Raymond Poulidor et Jacques Anquetil ne courront jamais le Tour de France ensemble en équipe de France. Et Anquetil, avec toute cette histoire, il se sent libéré, il se sent pousser des ailes. Il a envie aussi de montrer que son Tour de France 57, où on parlait d'un prodige, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, c'était pas juste une parenthèse. Et donc il annonce avant ce Tour de France qu'il veut porter le maillot jaune du premier jusqu'au dernier jour. On le dit du coup très prétentieux. Forcément, les adversaires, ils l'ont un peu en travers de la gorge. Marcel Bidot, lui, voilà, il a annoncé ça. Maintenant, il va falloir assumer, quoi. Il va être très très surveillé. Chez les adversaires, on prend presque ça à la légère, à la rigolade. Il y a le sélectionneur belge Georges Ronce qui dit je ne pouvais rien espérer de mieux. S'il essaie réellement d'appliquer son plan, il va s'épuiser. On se dit finalement, franchement, porter le maillot jaune de bout en bout, c'est faire bosser son équipe tous les jours, c'est avoir une pression monstre quotidiennement, et c'est trop dur. Et il pourra pas y arriver, et ça va être une aubaine pour tous les autres. La vérité, c'est que Jacques Anquetil, il a bien étudié son affaire. Il sait que voilà, il a Charles Gaulle, on l'a vu en photo tout à l'heure, comme gros adversaire, mais c'est à peu près tout, parce qu'on a Bahamontes qui est pas là, Nencini qui n'est pas là, qui sont les deux derniers vainqueurs du Tour de France. Il y a une grosse équipe d'Italie, mais ils n'ont plus Alfredo Binda qui venait de prendre l'ancien champion du monde, qui a notamment coaché, entre guillemets, qui était le directeur sportif des Fausto-Coppi et Gino Bartali quand il régnait sur le Tour, qui venait justement de prendre sa retraite sportive. Mais il y a une grosse équipe d'Italie, en effet, dont Pambianco, qui est un des Italiens qui a battu Jacques Anquetil sur le Giro quelques mois plus tôt. Mais donc à part ça, enfin non, qui n'est pas là non plus, pardon. Donc à part Gaulle, on a vraiment pas grand monde pour battre Jacques Anquetil, qui finalement va passer tout près de l'exploit complet comme il l'avait prévu, parce que sur la première étape, il s'échappe, il prend du temps à tout le monde et notamment à Charles Gaulle, mais l'étape elle est remportée par son coéquipier André Darrigade, son coéquipier confident ami, on en a parlé dans la rétro d'hier, qui du coup va prendre ce premier maillot jaune. Et à l'époque on court des demi-étapes, c'est-à-dire que sur le premier jour du Tour de France, on a le matin une étape en ligne assez courte, remportée par André Darrigade, et l'après-midi on a un contre-la-montre, qui cette fois-ci est remporté bien sûr par Jacques Anquetil, et qui va prendre le maillot jaune dès l'après-midi du premier jour, et ensuite le garder tout le long. Mais donc il manquera cette demi-étape de la matinée du premier jour où finalement il n'a pas le maillot. Donc du premier au dernier jour, oui. Du début à la fin, pas vraiment. Mais mine de rien, c'est grâce à cette première étape qui remporte le Tour finalement, puisqu'il met déjà Charles Gaulle à presque 5 minutes. Et ce qui est marrant, c'est que tu parlais d'une grosse équipe pour défendre le maillot jaune. Jacques Anquetil avait promis à ses coéquipiers qu'en cas de victoire, il partagerait les gains avec toute son équipe, ce que n'a pas fait Charles Gaulle. Et Charles Gaulle qui avait dit qu'il se laissait du temps pour réfléchir à ça, justement, parce qu'on lui avait petite pince, Charlie, l'ami Charlie. Et du coup, Charles Gaulle, qui s'est retrouvé piégé dans cette première demi-étape, a eu besoin de l'aide de ses coéquipiers qui ont disparu, qui se sont mis en queue de peloton, qui ne sont pas allés l'aider. Et mine de rien, Charles Gaulle s'est retrouvé tout seul à essayer de rouler pour revenir sur Anquetil et cette grosse échappée qui voit André Darrigade gagner à l'arrivée. Mais Charles Gaulle, qui n'avait pas fédéré autour de ses coéquipiers, n'a pas eu le soutien espéré, contrairement à Anquetil, qui lui, du coup, s'était déjà assuré le soutien de l'équipe de France. Donc on a un Jacques Anquetil qui arrive fort, ambitieux, qui annonce vouloir porter le maillot jaune de bout en bout, qui ne le porte pas de bout en bout, mais concrètement, à la fin, il gagne. Mais comment il a fait pour gagner? Est-ce qu'il a réellement été supérieur à tout le monde en montagne? Il était supérieur, mais pas qu'en montagne d'ailleurs. Ouais. Il était supérieur, mais ce Tour de France, il a été aussi parfaitement géré par l'équipe de France. Tu le dis, Paul, sur l'échappée de la première matinée, il prend 5 minutes à Charles Gaulle et il remet ça sur le chrono de l'après-midi, parce que bien sûr, Jacques Anquetil est le meilleur rouleur et de très loin à cette époque du peloton, peut-être même le meilleur rouleur de l'histoire. Donc le soir du premier jour, Charles Gaulle, il est pointé à plus de 8 minutes au classement général. Donc le Tour, il est plié. Il finira à Paris avec 12 minutes de retard. Il en a pris 8 rien que le premier jour. Donc derrière Jacques Anquetil et l'équipe de France, ils ont qu'à gérer. Il y a une petite frayeur dans les Vosges où les équipiers de Jacques Anquetil sont un peu aux abonnés absents, mais lui est fort et il compense. Et lui-même, il est surpris d'avoir si peu à se défendre finalement. Parce que s'il décide pas d'en remettre une couche, il n'y a personne qui va foncièrement l'attaquer. Et à Super Bagnères notamment, il s'en explique en parlant notamment des Belges qui étaient confiants avant le Tour et de Charles Gaulle qui est la grande star en face de Jacques Anquetil. Et je crois qu'on a la décla, on l'a vu passer tout à l'heure, où en fait personne ne l'attaque à Super Bagnères et il monte au train et il dit mais ils n'ont pas bougé, les Belges et Charles Gaulle, et ce n'était tout de même pas mon rôle de lancer le mouvement, non. Voilà, lui il est maillot jaune, c'est pas à lui de durcir la course, lui il fait la sienne et il a juste pour ambition d'emmener ce maillot le plus loin possible et de le gérer. Donc ensuite on a l'étape entre Luchon et Pau qui arrive, qui est l'étape reine des Pyrénées. On a Peyresourde, l'Aspin, le Tourmalet, l'Aubisque. Je note que j'ai monté les 4 cols. Voilà, moi je me les étais notés aussi, j'étais prêt à bondir. Et il sait, Jacques Anquetil, que tout peut basculer sur cette étape, que malgré son avance,
tout ce tour peut se jouer là. Et une nouvelle fois, personne n'attaque. Jacques Anquetil monte au train, il mène le groupe des leaders. Les cols sont escamotés et le soir, il sait que c'est joué. Et Pierre Chany écrit dans l'équipe à l'époque, alors là, on voit la déclaration de Jacques Godet, on la prendra juste après. Mais Pierre Chany, lui, écrit dans l'équipe le lendemain, Anquetil méritait de meilleurs adversaires. Parce que foncièrement, personne ne s'est battu. Les journaux internationaux, dans leur ensemble, ils parlent d'ennui sur la route du Tour. C'est très très rare, c'est une des premières fois. On dit qu'on s'est clairement ennuyé sur le Tour de France, que les leaders n'ont pas tenu leur rang. Et Anquetil remporte donc ce tour avec 12 minutes d'avance sur un Italien, Caralesi, et Charlie Gaulle qui termine 3e, sans remporter une seule étape en ligne. Il fait vraiment son avance sur cette échappée du premier jour et sur les chronos. On lui reproche un peu ce manque de panache de ne pas avoir tout fait péter, mais lui, ce qu'il voulait, il est à l'arrivée avec le maillot. Gestionnaire en montagne, Polo, et tu commençais à en parler, énorme rouleur, et malgré le fait qu'on enlève petit à petit des kilomètres, Jacques Godet notamment, qui était le directeur du Tour de France, il a enlevé des kilomètres de contre-la-montre, mais ça l'empêchait pas de totalement dominer. Ça n'a pas suffi sur ce premier contre-la-montre autour de Versailles. Le contre-la-montre fait 28 km, il me semble. C'est ça, ouais. Il met 2 minutes 30 au deuxième. Il met presque 3 minutes à Charlie Gaulle. On a la carte d'ailleurs de ce Tour de France. J'ai trouvé cette carte magnifique et marrant. Et il met 3 minutes à Charlie Gaulle. Il dépasse 3 coureurs qui sont partis devant lui, dont un qui fait semblant d'avoir crevé quand il a vu Jacques Anquetil le dépasser. C'est quand même fou, quoi. Moi, franchement, quand tu vois les déclarations même de Jacques Godet, c'est un tour maîtrisé de A à Z, c'est-à-dire de A dans le sens où avant le tour, il dit qu'il veut gagner et qu'il veut porter le maillot jaune sur toutes les étapes, parce que c'est un profil qui lui correspond parfaitement, ce Tour de France. Et même là, il commence par ce manque de panache, mine de rien, en montagne, cette manière très pragmatique de remporter cette course, et aussi cette espèce de comment on appelle ça, quand tu te sens un peu plus fort que les autres, il y a un adjectif qui m'échappe. Confiance, l'arrogance. L'arrogance, exactement. Cette arrogance, va commencer à s'éloigner un peu du public français. Et quand on va avoir l'arrivée de Raymond Poulidor derrière, avec ça, il pensait devenir populaire. En fait, c'est l'effet totalement inverse qui se produit, puisque les Français, les Français n'aiment pas trop les gens qui dominent beaucoup trop. Et ça vaut pour les étrangers, mais ça vaut aussi pour les vrais Français. Et quand ils vont voir Raymond Poulidor arriver, il va y avoir une vraie scission entre les deux parties de la France. Ceux qui préfèrent Anquetil et ceux qui préfèrent Poulidor, les plus romantiques. Surtout que cette victoire-là a été vue comme assez frustrante par le public, mais aussi, du coup, par Jacques Godet, le directeur lui-même du Tour de France. C'est ça, et c'est là sûrement la grande surprise, c'est que Jacques Godet, il a la double casquette à l'époque, il est directeur du Tour de France et directeur de l'équipe, donc en fait il a une tribune merveilleuse pour exprimer ses opinions sur la course que lui-même organise. Il fait l'opinion clairement. Exactement, et on le voit avec cette déclaration qui est assez fantastique. Jacques Godet, il fustige les adversaires de Jacques Anquetil qui n'attaquent pas assez à son goût, et il les traite de nains. Un édito qui s'appelle exactement de nains jaunes. Les petits nains, les nains de la route, pardon, les nains de la route où il écrit notamment des petits hommes qui ont réussi à s'épargner, à éviter de se donner du mal, des pleutres qui surtout ont peur de souffrir. C'est quand même assez sévère. Il a une autre saillie quelques jours plus tard à l'encontre de Charlie Gaulle, cette fois où il dit « Je le plains et je vous demande de ne pas l'accuser, car ce doit être terrible de constater tout d'un coup qu'on n'est plus qu'une ruine déchue, que d'être d'exception, on entre dans le commun. L'ange ailé, qui était le surnom de Charlie Gaulle, n'est plus un ange et ses ailes sont rognées. » Alors je vous fais que 2 extraits comme ça des éditos de Jacques Godet, parce qu'on ne va pas vous abreuver de citations, mais il y en a comme ça. Chaque jour, il y a un petit édito de Jacques Godet. Il y en a tous les jours pour dézinguer le peloton et le groupe des favoris qui n'attaquent pas Jacques Anquetil. La déception pour Jacques Godet, elle est énorme. Il n'a jamais connu ça sur son Tour de France. Alors il y en a d'autres dans l'équipe encore. Pierre Chany, lui, est un peu plus nuancé. Il défend Jacques Anquetil. Il souligne la maîtrise du français, le fait que tout est bien géré, que cette équipe de France, elle tient la barre comme il faut, que tout est bien pensé. Mais la vérité, c'est qu'on s'ennuie ferme sur ce Tour de France. Et Jacques Godet, il n'hésite pas à le dire. D'ailleurs, il veut, par ses mots, il veut faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et on pense à l'époque à arrêter ces équipes nationales, et ce sera sûrement ce qui va sceller le sort des équipes nationales, où on se dit qu'il faut qu'un Raymond Poulidor soit sur le Tour de France, et si c'est les équipes nationales qui empêchent la présence d'Anquetil et Poulidor et qui empêchent une bagarre, alors il faut arrêter les équipes nationales. C'est ce qui arrivera dès l'année suivante. Donc ce Tour 61 va marquer à la fois la fin des équipes nationales, va marquer aussi le début de l'ère Anquetil, parce que sa victoire de 57, elle est un petit peu à part. Ça reste malgré tout une parenthèse, la révélation du prodige, mais Jacques Anquetil, le vrai Jacques Anquetil qu'on connaît, revient vraiment en 61 pour gagner 4 Tours de France de suite, et c'est là qu'on découvre vraiment qu'on démarre l'ère Jacques Anquetil. On a Lotto dans le chat, Paul, qui nous dit ça savait trash talk à l'époque. C'est vrai que Jacques Godet, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère avec Jacques Anquetil, et d'ailleurs quand il est mort à 53 ans en 87, il a exprimé un peu des regrets, parce qu'il l'avait appelé le nain jaune. Il a dit peut-être que j'y suis allé un peu fort avec lui, quoi. Il était dur, quoi.
Mais t'es sûr qu'il parle de. Quand il dit nain, il Oui, parle le nain jaune, oui, je le lisais encore ce matin. Pour moi, les nains, c'est ses adversaires, justement. Dans Il décrit ses l'édito, en tout adversaires cas, comme les nains, hein. Ouais, mais en fait, ce matin, je lisais encore dans un recueil d'ailleurs de l'équipe, je lisais encore un papier de Philippe Brunel, qui adorait, évidemment, qui est un grand écrivain et journaliste de l'équipe, qui disait voilà, que c'était clairement Godet qui l'avait appelé le nain jaune et qui disait, quand il est mort d'un cancer à 53 ans, disait bon, voilà, j'y suis peut-être allé un peu fort, j'aurais peut-être pas dû. C'est vrai qu'il pouvait peut-être pas faire autrement sur ce tour-là que de gérer, tout simplement. Ouais, et puis tu réagis à chaud, hein. Si on avait ce tour-là aujourd'hui, quand on voit que quand Quintana n'attaque pas sur 2 étapes de suite, il se fait traiter d'attentiste pour le reste de sa carrière. Imaginez un peu comment les gens auraient parlé de Charlie Gaulle aujourd'hui. Pour terminer un peu sur cette rétro qui est très longue mais qui est régalade, ils sont trois à avoir fait le grand chef, c'est-à-dire d'avoir porté le maillot jaune de la première étape à la dernière. Il y a donc Ottavio Bottecchia en 1924, le premier Italien à remporter le Tour de France, dans ce fameux tour où les frères Pélissier quittent le tour avec ses éditos, les forçats de la route. On connaît tous l'histoire de dopage, du fait que le Tour de France est une compétition trop dure, etc., que c'était impossible de gagner si on n'était pas dopé. Après, en 1928, Nicolas Frantz, le luxembourgeois, qui gagne aussi. Avec une coupe, je te le dis, un dégradé. Et il pourrait être là sur le plateau, on y verrait. Allez voir les photos, c'est ça. exceptionnel. Nicolas Frantz gagne 5 étapes, c'était son doublé puisqu'il gagne aussi en 1927. Et donc le dernier, Romain Maes, le Belge, qui gagne en 1935, pareil, de maillot jaune de la première à la dernière étape. Et ce qu'il faut savoir avec ces trois-là, c'est qu'ils ont le point commun d'avoir gagné la première étape et aussi d'avoir remporté la dernière étape en ligne de ces Tours de France. Donc si vous vous plaignez une seule fois de la domination aujourd'hui, imaginez ce que c'était avant et on vous l'explique dans ces rétros. Merci Robin, merci Polo, j'espère que vous allez vous remettre en mode compétition, Bien que sûr. vous allez arrêter de jouer les équipiers là. Joseph, Ça va me falloir fait faire un quiz très bizarre, mais oui, ne t'inquiète pas mon Polo. On peut y aller pour le quiz, dernière partie de l'émission. Ils préparent leurs petites ardoises, comme vous l'avez vu hier avec Jean-Noël et Robin. Désormais, je pose des questions qui vont s'afficher à l'écran et ils vont y répondre, mais pour ne pas se copier. Polo qui a déjà commencé à écrire, voilà, mais on ne voit même pas ton message d'amour. Voilà, on le voit. On peut y aller pour la première question. La première question, quel était l'écart le plus serré entre ce vainqueur et ce deuxième? Mais l'année juste. Ah, très bonne question. L'écart le plus serré, 2006 pour Paul, 2007 pour Robin. Et c'est Robin qui a raison, 2007. L'écart était de 23 secondes, 23 secondes alors qu'il était de 32. Alors c'était très proche, on peut l'avouer. Ça fait 1-0 pour Robin. Deuxième question. D'écart quand c'était Landis qui gagnait. Qui n'est pas recordman du nombre de maillots de meilleurs jeunes? Qui n'est pas recordman? Voilà, il y en a 2 qui sont recordman ex aequo. Le riche avec 2 R, c'est pas beau les gars. Oui, c'est 2 L, 1 R. Pardonnez-nous. Hop. On a Contador de Robin. Joseph, il m'a Ouais, je l'ai pas vu. C'est vrai, il n'a pas regardé. Contador des deux côtés. Bonne réponse. Ouais. Les autres, ils gagnent 2. Bonne réponse de vos parts. T'as douté, Polo? Non, pas du tout. Enfin, j'ai juste le temps de voir la faute d'orthographe vilaine sur Ulrich et de m'y remettre. Ça fait donc 2-1. Celui-là qui est Ulrich gagne 2 fois le match. Qui 3-3. 3 2-1. Ah, Embrouillé avec vos chiffres. tu vois. Vas-y, Qui est le deuxième coureur au plus grand nombre de victoires d'étapes sur le Tour? C'est qui le premier? C'est celui qui n'est pas dans la liste. Eddy Merckx, le premier. 34. Exactement. On a Cavendish du côté de Robin, on a Cavendish aussi du côté de Polo, alors que toutes les questions s'affichent, ce n'est pas grave, celle-là on ne la fera pas, on prendra celle d'après. Ça fait donc 3-2 pour Robin. Donc on saute la réponse suivante. Decker était le recordman de vainqueur en termes d'avance d'échappée. Il avait gagné une étape avec 34 minutes d'avance, monstrueux. Voilà, qui est recordman et non décorman. Je suis désolé, j'ai mal écrit, j'ai écrit décorman. Qui est recordman du nombre de Tours de France terminés? Chavanel, Zoetemelk. Terminé. Ou Tour de France participé, c'est les deux. Chavanel. Exactement, Polo.
Alors Robin, Stagiaire. tu as écrit quoi? Tu as écrit Ah, mais il Joseph le stagiaire. sort bien. Les pourquoi il deux, s'en sort bien, les là deux. Mais tu caches la réponse, tu peux pas il voir. va commencer à dire que je peux voir au travers de ça. Quel relou, quel relou. Ah, ils Ça sont à fait 7, donc ils sont à 2 7. bonnes réponses. Bravo Bravo les deux avec 16. J'allais me faire piéger sur le Chavanel nombre a pris le départ de participations. 18. Chavanel, les deux, ça fait donc 4-3. Question suivante. Qui gagne l'étape de Kevin. Pau en 2010? J'ai un trou, putain. Ça note, ça C'est note. Federico, Chavanel ou les deux Pinot, les gars, Pinot, on a saccagé son nom là. Vas-y, montre. Vauclair pour C'est Polo, Fedrigo Oui, à domicile. pour Robin. Non, c'est Bagnères de Bravo. de Bravo. Bigorre qui gagne Vauclair. 2012, ouais. Ah bah ouais, C'est bah, juste c'était- avant. j'ai même pas la bonne année, tu vois. Donc ça fait 5-3. Oui. 5-3 pour Robin. On va jouer à un jeu pyramide. Vous ne regardez pas le retour. Ok. Ok, Polo, tu es le premier à jouer. ok. Donc le chat et tous les téléspectateurs vont voir qui est le coureur que Polo doit trouver. Voilà, il va s'afficher. À Et combien, ensuite, 3 là Faut être fort. je te donne 3 indices. Tu me Ah, moi je joue pas là. dis- Non, toi tu joues pas. Ok. Toi tu joues pas. On va voir dans le retour l'homme que vous devez trouver. Paul, si tu trouves dès le premier indice, tu as 3 points. Deuxième, 2 points. Troisième, 1 point. Allemand, Ulrich, Barouder, Voigt. 2 points pour Polo. Ça fait 5-5. Deuxième Ouais, il fait pyramide, mieux maintenant. il est pour toi. Moi, je peux Robin. regarder là 5-5. Ouais, tu peux. Voilà l'homme que Robin doit trouver. Français. Vauclair. Et Yam. Chavanel. Et j'ai un troisième indice, non Tu as un troisième indice que C'est je suis. Pinot, non, du coup. Cofidis. Ah, Cofidis. Ah, non. Coppel. Coppel, Bravo. bravo, Et c'est- 6-5. Il était pas un peu facile. plus difficile. Ah bah ouais. Mais si tu perdais, si tu étais mené au score, on aurait inversé et je t'aurais fait Voigt. Si. Donc voilà. Ça fait donc 6-5. Oui. C'était quoi 6-5. C'était 3 points ça? Ah non, moi j'en ai Non, marqué j'en ai 2. mis qu'un, du coup. Il en a mis 3. Donc ça J'avais fait 6-5. 6-5 pour. Il y avait 5-3, C'est ça. 5-5, Bon sur le- 6-5. Le compte est Vous bon. savez quoi? On va faire une dernière question pour terminer ce quiz. Elle va valoir 2 points. Un Belge gagne le sprint des champs Ah. en 2001. Qui est-ce? Robin, si tu réponds bien à cette question, tu as gagné ce quiz. Et la réponse s'affiche dans le barco. Stigman. Oh, putain. Non, il a changé l'année. Vous avez écrit 2001, là il y a écrit 2008 sur la réponse. Bah, c'était 2000. Ah oui, c'est vrai. Ah, s'il n'avait pas vu. Eh oui, Si, évidemment. alors, Polo, je suis désolé, c'est de ma faute. Mais du coup, on va poser une autre question. Vance, oui, Il a mais- gagné. Oui, mais en plus j'avais 2008. Enfin, je Ah sais bah pas, oui, moi, j'ai- attends. Mais c'est Stigman qui J'avais a 2000 remporté j'avais 2000 dans la ce tête. sprint. Je m'attendais sprint que à un cherche. truc bizarre sur cette question, je me suis dit là. C'est Stigman qui a remporté ce sprint. Mais il y a une autre question, c'est pas grave. On va faire une dernière question pour remettre les choses au clair. Quel coureur Riblon double à 2 km de l'arrivée lors de sa victoire à l'Alpe d'Huez en 2013? J'en reviens pas. Cette escroquerie pour faire gagner Paul en espérant que je vois rien. Attends, putain, je vais. Ah, bonne réponse des deux. Bonne réponse des deux. Donc, victoire de Robin dans ce quiz. Attends, de il n'y a Polo. pas de qui suis-je là? Putain, bon, après, Ah on non, va il en n'y a retard. pas, Non, il n'y a non, pas rendons à de l'heure. qui suis. Je suis désolé, Polo. Je suis désolé. Il n'y a pas de 13 heures, qui suis. pour que tu gagnes. hein. Sinon, après, on va être trop en retard. Ah, bravo, bravo. Avec autant de bonnes réponses, il a le droit quand même de remporter son petit Oui, quiz. Il l'a merci, mérité. hein. Il l'a Alors, mérité. j'ai- Mais d'un point, je- d'un point. Je me suis défendu comme j'ai pu. Stigman, c'est un peu un. Ah ouais, c'est vrai C'est que entre talent. les deux, c'est vrai. C'est En entre plus, les deux. moi, dès que je vois Champs-Élysées belge, et je regarde même pas Ouais. la date, enfin, j'ai fait Stigman direct. Mais voilà, Rossler, moi je ne me souviens pas qu'il ait gagné Moi non une plus, étape sur mais les je savais champs. juste que c'était pas Stigman. Donc il a eu vraiment de la chance, il a profité de mon erreur pour ne pas perdre Bah, bien ce quiz. sûr. Mais bravo, bon voilà. Bon les gars, sur ce quiz un peu compliqué, brouillon, je m'en excuse, Ouais, mais les jeux je me étaient cool. Je me suis rattraperai. bien marré. Voilà, Franchement. j'essaye de changer les jeux, Ouais. du coup je m'adapte un peu. Mais voilà, donc du coup, il y aura un nouveau quiz demain, ne vous inquiétez pas, il sera beaucoup plus clair. Merci Robin, Ça va pas quand je gagne. à demain. Merci mon Polo. Merci les gars. Les Allez, amis, Popino, hein. chers On est rouleurs, on derrière se lui. retrouve demain, voilà, avec des gros messages d'encouragement. De bain ou de douche du coup? Demain, Oh là on se là. retrouve demain avec des gros messages d'encouragement pour Thibaut Pinot. Ciao les rouleurs, gros bisous. Salut.